Bienvenue dans Ton autre chemin, le podcast qui s'est déroulé sur la route en octobre 2022. Troisième trajet, Alexandre, Sacha et Thomas prennent la parole. Nous sommes le samedi 8 octobre 2022. On part de Grenoble et on va à Avignon. Alors, du coup, moi c'est Alexandre et je viens pour un anniversaire. Donc l'anniversaire des 30 ans de deux potes. Et ils ont loué pour l'occasion une petite villa avec une piscine. Bon là, je sais pas si c'est le meilleur week-end, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment de fêter ça bien quoi. Pour les 30 ans de deux potes. Il n'y aura pas que la piscine dans laquelle vous allez nager. On verra bien. Mais faut en profiter. Hein. Faut en profiter dans tous les cas. À 30 ans, tu peux en profiter. À 40, tu commences à plus trop résister au truc. Tu fais non, c'est bon. Bon, on peut profiter, mais c'est différent. tu commences à compter après, à partir de 40. À 30 ans, déjà, tu te poses des questions, mais bon, tu peux rester encore jeune dans ta tête, surtout les mecs. Mais ça se fête, les 30 ans, quand même. C'est un moment important dans la vie, quoi. Du coup, je suis de Grenoble. Alors, je suis pas né ici, mais je suis en Nouvelle-Calédonie, donc rien à voir. J'ai vécu quand même 14 ans là-bas. Et après, donc, je suis parti en France, parce que ma famille était en France. Donc d'abord à Saint-Raphaël, là où il est encore un peu pré-chaud. et finalement, je suis monté ici. Par contre, j'ai toujours eu de la famille implantée entre l'Isère et la Savoie. Et voilà, là, ça fait vraiment... ça doit faire 7 ans maintenant que je suis sur Grenoble. Quand même, donc ça fait un moment, Mais ouais, dans tous les cas, là, je vais y aller en 2020, je crois, en vacances en 2020. J'y vais souvent tous les 3-4 ans, parce que j'ai toujours quelques attaches là-bas, mais il y a eu le Covid. Ouais. Puis c'est des vacances qui s'organisent, quoi. C'est 28 heures d'avion. L'aller-retour Non, juste l'aller. Le billet aussi, c'est quand même un budget, donc voilà, faut être motivé, ça c'est clair. Ça sera pour les 40 ans là-bas. On fera un road trip là-bas. Peut-être plus pour un voyage de noces, un truc comme ça, je pense que ça peut valoir le coup. C'est une déclaration là, c'est... Non, même pas, non, je disais ça comme ça. Et tu fais quoi toi à Grenoble alors? Je suis entraîneur de natation. Ok. Donc, je suis passé par STAPS, la fameuse filière STAPS, pour avoir une licence éducation motricité. Et après, j'ai passé un diplôme en plus donc, dans la natation. Et puis voilà, aujourd'hui c'est mon métier. Entraîneur, donc au club de Grenoble. Voilà, tout simplement. Que des beaux gosses. Lui dire maintenant tu vas dans l'eau alors qu'il identifie vraiment ça comme quelque chose de dangereux, c'est presque pire quoi. Donc nous aujourd'hui, maintenant, on apprend à tous les enfants à nager, mais quand il n'y a pas ça qui se fait tôt, c'est beaucoup plus compliqué par la suite. Et c'est souvent de famille d'ailleurs, les parents qui n'ont jamais appris à nager, des fois peut-être les familles un peu africaines et tout, pour les enfants c'est aussi compliqué quoi. Ah ouais. Ah, tu vois une différence en fonction de... Ah oui, ça joue. De l'origine ça peut jouer, ouais. Sociale. C'est l'accès, c'est la possibilité d'avoir accès à quelque chose en fait. Oui, exactement. Enfin, c'est ça, et puis c'est aussi le fait, les parents, les adultes qui ont jamais nagé, ils ont forcément de l'appréhension. L'appréhension voilà, d'aller en mer, même si c'est pour pas se baigner. Hein. Il y a un vrai danger, hein, mais il y a un danger objectif et subjectif, et forcément, cet aspect-là, elle se répercute sur les gamins. Non, moi je suis activiste environnemental. Ça fait 7 ans que je suis activiste à plein temps et j'étais à Grenoble là parce que je tenais une formation à l'action non violente. Illégale, mais dans l'objectif de créer un rapport de force avec l'État français pour obtenir des revendications claires, en l'occurrence à... Il y a du boulot en ce moment? Ouais, il y a quand même pas mal de taf. Enfin,
On a tous, en fait, aujourd'hui 82% des Français se disent inquiets par rapport au climat, à la biodiversité, etc., en fait, à l'environnement. Mais même parmi toutes ces personnes-là, en fait, il y a une mauvaise compréhension, je pense, ou un déni léger qui s'installe, c'est-à-dire qu'on peut prendre conscience, et moi c'est le cas, hein, j'ai pris plusieurs fois conscience dans ma vie que quand le GIEC dit il nous reste 2-3 ans, ça ne veut pas dire que dans 2-3 ans la planète elle va exploser. C'est-à-dire que dans 2-3 ans on va atteindre un point de non-retour, ce qu'on appelle un point de bascule, où quoi qu'on aura fait, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est-à-dire que même si on arrêtera d'émettre des gaz à effet de serre et on aura une empreinte carbone neutre d'ici 3 ans, si jamais on ne l'a pas atteint d'ici 3 ans, en fait, il y a des systèmes qui vont être rétroactifs, donc des boucles qui vont continuer à s'activer, qui vont faire que le climat va continuer à se réchauffer. Au-delà de 2 degrés, en fait, on sait que 2 degrés de moyenne, déjà, c'est... la Terre est recouverte à 70% d'océans, donc en fait, qui sont beaucoup moins chauds, donc c'est déjà 2 degrés de moyenne, comme le dit, comme ce qui est en train de se passer, c'est 7-8 degrés de moyenne supplémentaire au-dessus de la Terre. Ça veut dire que des étés comme on a eu à 50 degrés, avec des pics à 50 degrés, c'est la norme. Ça veut dire que des feux comme la Gironde qui a brûlé de 3% cet été, ce sera la norme. En fait, on commence finalement, malheureusement trop tard, à ressentir déjà les effets du réchauffement climatique, sauf qu'en plus c'est à rebours. C'est-à-dire que là, on commence à prendre la température de décisions qui ont été prises il y a 40 ans. Donc c'est notre travail vraiment d'aller alerter, de vraiment expliquer ce que c'est qu'une boucle, qu'un point de bascule. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 degrés, quand le permafrost va fondre et qu'il y a du méthane qui est à peu près 24 fois plus fort que le carbone, que le dioxyde de carbone, en termes de puissance d'effet de fer, en fait, automatiquement, de 2 degrés, on passe à 5 degrés. Et là, c'est impossible de prédire dans quel monde est-ce que... Puis c'est pas nos petits-enfants, hein. Nous, on va le vivre. Enfin, moi, j'ai 24 ans, ma génération, on va le vivre. C'est sûr, mes enfants, c'est certain. Et donc arriver déjà à lever ces dénis légers, moi j'en ai conscience, mais je ne vis pas avec ça au jour le jour, parce que sinon je me flingue en fait. Ouais, c'est très très pesant, hein, en vrai. Donc voilà, j'ai déjà fait 2 dépressions par rapport à ça, des crises d'éco-anxiété assez importantes. Et nous, ce qu'on fait du coup, c'est de dire on n'a pas obtenu le droit de vote en votant, les suffragettes en Angleterre n'ont pas obtenu le droit de vote pour les femmes en votant, et on n'obtiendra pas la révolution de système dont on a besoin pour être vraiment en phase avec notre environnement. En demandant gentiment, et on a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Et donc aujourd'hui, on est dans une dynamique de créer un rapport de force en faisant des grosses perturbations pour rentrer dans une négociation avec l'État. Et l'idée, c'est de provoquer des perturbations à la fois symboliques pour l'État en allant jusqu'au procès, pour avoir en fait des endroits de confrontation directe pour visibiliser l'injustice qui existe déjà dans le monde. Et voilà, j'ai vécu dans des zones du monde, il s'avère où cette violence, cette injustice-là qui nous heurte, nous jeunes militants, elle est déjà visible là-bas. J'ai vu il y a quelques mois, ou il y a 1 an maintenant, je sais plus, le film sur Netflix Don't Look Up. T'as dû le voir passer. J'étais pas bien. Hein. Adam McKay, qui est le réalisateur, c'est lui qui finance principalement notre campagne. Ok, d'accord. Mais si jamais Don't Look Up, ça t'a plu, qui est donc l'histoire fictive de 2 scientifiques qui découvrent qu'il y a une comète qui va s'exploser sur la planète Terre, et que genre c'est sûr, et genre ils vont sur les plateaux de télé et personne ne les croit, tu vois. Et tout le monde leur dit non mais soyez pas catastrophiste, ils sont non mais vous comprenez pas en fait, genre c'est mon boulot, je vous dis qu'il y a une chance d'impact de 100%, tu vois. Et les mecs ils deviennent fous, ils pètent des câbles sur les plateaux de télé, ils disent mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce que je vous dis, c'est comme ce que je fais chez le docteur, si jamais tu dis t'as un cancer, tu le crois, tu vas pas... Et si jamais ça t'a plu ce film, je t'invite du coup à aller regarder les interventions notamment de Sacha Cantet, de la campagne Dernière Rénovation, sur Touche pas à mon poste, face à Apolline de Malherbe, etc. Parce qu'on est en plein dedans, quoi. Enfin, c'est exactement ce qui se passe. Le gouvernement s'est fait condamner pour inaction Le gouvernement s'est fait condamner 2 fois pour inaction climatique par la plus haute instance juridique française. Mais les tribunaux ont condamné l'État français, mais n'ont pas en fait mis en place des protocoles contraignants. Donc l'État n'a pas payé d'amende, ou n'a pas eu vraiment de protocole à suivre pour redresser, pour sortir de l'illégalité. La désobéissance civile non violente, c'est une technique pour créer des espaces de confrontation, pour rendre visible ce que Martin Luther King appelait le pu de la société, le rendre visible aux yeux de tous. Donc créer des espaces en fait réels de confrontation d'idées, mais aussi d'engager un bras de fer et d'aller nous faire de la désobéissance civile, d'aller jusqu'au procès. C'est une façon justement d'engager un bras de fer et notamment de dire regardez, nous on a 20 ans, on a 25 ans, on a 30 ans, on a 70 ans et nous on va aller en prison alors que l'État, qui est condamné 2 fois,
marche en toute impunité. Enfin, où est la justice, où est la morale dans ce monde? On peut se documenter facilement. Moi, je recommande souvent quand même une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, qui est super. Et sinon, moi, je suis beaucoup le média qui s'appelle Blast. On l'a tous, je pense qu'on est tous plus ou moins sensibilisés à ça. Oui, non, il y a toujours une sensibilité, mais après, je pense, c'est aussi passer à l'action et savoir aussi, même toi, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie. Mais ouais, dans tous les cas, c'est intéressant. Donc Jean-Marc Jancovici, il bosse pour un truc, enfin, il a créé un truc qui s'appelle le Shift Project. Et genre, une des études qu'ils ont publiées, en fait, montre très clairement on se rend compte que si jamais on devenait tous véganes, qu'on arrêtait tous de prendre l'avion, qu'on habitait, enfin qu'on se chauffait plus, enfin bref, qu'on avait vraiment, enfin qu'on enlevait toutes nos émissions personnelles, en fait ça compterait que pour 30% des émissions du pays. Et les 70% qui restent, c'est de l'infrastructure massive, c'est le fait qu'aujourd'hui, en fait c'est des choix politiques, ça se traduit par des choix politiques. C'est le fait qu'aujourd'hui le kérosène, donc le carburant des avions, soit exonéré d'impôts. Alors que c'est les plus riches qui prennent le plus l'avion. C'est le fait que les subventions pour les recherches en énergie fossile sont 2 fois plus importantes que celles pour les énergies renouvelables, etc. Et donc en fait, ce que dit cette étude qui est intéressante, c'est de dire les petits gestes c'est bien, mettez des cols roulés, faites pipi sous la douche, mais le message du gouvernement de nous culpabiliser individuellement en disant on va limiter le chauffage, etc. En fait, c'est dégueulasse. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule et puis c'est de la culpabilisation individuelle alors que ça représente même pas 1/10 de ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Et donc notre message, c'est de dire, bah, en tant que citoyen, engagez-vous, faut qu'on rejoigne des collectifs, faut qu'on s'organise et ces campagnes de désobéissance civile, c'est exactement ça, c'est mettre terme au train-train quotidien. Et ça, c'est un message qui est invisibilisé par l'État, qui nous infantilise et qui nous culpabilise individuellement, que je trouve absolument révoltant, quoi. Et maintenant, ils ont même, je sais qu'ils ont créé un système pour mesurer la consommation dans chaque maison. J'avais vu il y avait un hélicoptère, ouais, la consommation d'électricité dans chaque maison où tu avais des couleurs en fonction de leur consommation. Et pareil, ils disaient, regardez, c'est scandaleux, ils dépassent largement les normes. Et quand tu vois à côté ce qui se passe dans les centrales et puis même les projets qu'ils mettent en place. Dans le sport, on en parle beaucoup aussi, les piscines. Pareil, là, nos gamins à Grenoble, ils ont refroidi les piscines et ça fait scandale. Et les gamins, ils sont terrifiés. Et il y a des cours qui se passent mal juste parce qu'ils ont froid. Donc tu les fais nager 20 minutes, c'est des glaçons. Et tu dis, c'est pas possible, quoi. Ils diminuent l'eau de 2-3 degrés juste pour faire des économies. Mais tu perds les enfants, les nageurs, ils viennent plus, même les nageurs de compète, hein, ils ont froid. Franchement, c'est terrible d'en arriver là, alors qu'à côté, il y aurait tellement de solutions, mais qui ont d'autres enjeux, quoi. En plus, au niveau piscine, vous avez à Grenoble régulièrement, vous êtes dans l'actualité. Hein. Tu sais, il y avait cette histoire de. Oui. Ah oui. C'est vrai, quoi. Ah ouais, ça rejoint le débat. Ça pour les burkinis. Ouais. Ah ouais, non, mais. Je pense que c'est vraiment pas leur problème principal. Dans l'œil du cyclone, là, ouais. Puis il y a un côté social qui est important aussi. Ouais, c'est vrai. Le Burkini, clairement, là, c'était une question sociale. Il y avait des associations qui faisaient pression et du coup, c'est vrai qu'ils ont voulu mettre ça en place. Et je pense qu'ils ont voulu se protéger aussi parce qu'il y avait peu de chances que ça passe au niveau de la préfecture. Et d'ailleurs, c'est pas passé. Mais au moins, ils auront dit, voilà, nous, on l'a validé. Derrière, ça n'a pas suivi, quoi. Je demandais la mentalité autour de Grenoble ou de la région, c'est quoi à peu près? À Grenoble, ils sont très baba cool. Très baba cool, c'est un peu ambiance grimpe, sport outdoor, pleine nature, c'est très sportif. Ils ont le décor qu'il faut. Hein. Il y a des décors qu'il faut. Bon, en plus, je suis dans le domaine du sport, donc peut-être ça m'aide à en fréquenter. Mais vraiment, c'est beaucoup proche de la nature. Et non, vraiment, ce qui est poignant, c'est le côté où, en fait, les gens à Grenoble, ils adorent bouger, ils adorent faire du sport, ils adorent aller en montagne. C'est l'ambiance des montagnes, c'est presque une déception. Par exemple, si nos enfants font pas de sport dans un club, sont pas très actifs, on est vraiment dans cette mentalité-là. Puis ça aime la bonne bouffe, le bon fromage. Et je dis que c'est baba cool, mais j'ai un désir. Là-bas, c'est vraiment baba cool. Ouais, c'est comment là-bas? Ouais. Alors c'est typique des îles, c'est-à-dire que les gens ils sont pas pressés.
Ils sont vraiment tranquilles, ils prennent leur temps. Ils n'ont pas la même pression qu'ici. On le voit même par exemple sur la route. Pour le coup, je pense qu'à Grenoble, un peu comme à Lyon, ils sont vite stressés quand même les gens. Mais dans le cadre du travail, il y a quand même du stress. Mais par contre là-bas, vraiment, quand on y rentre, vraiment, il n'y a pas de pression, quoi. Il n'y a pas de pression de nulle part. Ils sont vachement sur une relation de confiance. Très proche des gens, donc comme sur toutes les îles, hein, on parle très facilement des inconnus. Après, il y a aussi quand même des problèmes aussi, parce que je sais pas si tu connais un peu l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a eu des référendums par rapport à l'indépendance, comme c'est un territoire d'outre-mer. Ils ont une petite autonomie, c'est un statut un peu particulier, et de plus en plus en fait, il y a une communauté en fait qui est importante, qui veulent vraiment que la Calédonie soit indépendante. Donc, et un jour, c'est possible que ça passe. Et c'est vrai que ça crée quand même des tensions. Ça crée beaucoup de tensions et il y a quand même beaucoup de problèmes de délinquance, d'alcool aussi, vraiment beaucoup de problèmes d'alcool. D'ailleurs, ils ont fait comme en Suède, c'est-à-dire qu'ils ont interdit l'alcool en semaine. Et ils autorisent qu'en week-end et je crois que dans certains magasins. Bon, ça s'arrête pas tout parce que ceux qui veulent vraiment boire, les vrais alcooliques, ils font le stock en week-end et la semaine, du coup, ils ont ce qu'il faut. Mais voilà, dans l'idée, c'est de gérer ce genre de problème, quoi. Là-bas, ils ont vraiment ils ont des lois qu'ils doivent respecter, comme en France, mais ils ont aussi, ils ont leur propre gouvernement, entre guillemets. Ils ont vraiment une autonomie sur les lois qu'ils mettent en place, sur l'organisation, sur toute la question économique. Voilà, presque une autogestion. Et le problème, c'est que si la Calédonie devient indépendant, je pense vraiment qu'il y aurait beaucoup de problèmes. Hein. Parce qu'ils offrent quand même une aide qui est considérable à la France, qui est vraiment pas négligeable. Il y a une aide qui est considérable. Et là-bas, les gens, ils sont habitués en fait à vivre en petite communauté, en tribu. Les Kanaks, c'était donc les anciens Mélanésiens, ceux qui ont peuplé le Pacifique. En fait, ils vivaient de la chasse et de la pêche dans des petites tribus. Et quand les Français sont arrivés, ils ont chamboulé un peu tout ça en fait. Et aujourd'hui encore, il y a des villes qui se sont créées, mais il y a encore un fort aspect un peu sauvage en fait sur cette île. Et il y a aussi beaucoup de problèmes de racisme. Il y a beaucoup d'ethnies. Donc d'un côté, ça crée le mélange. Moi, à l'époque où je vivais, il y avait quand même un très bon mélange ethnique. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de racisme maintenant qui a commencé au moment où je suis parti et qui devient de plus en plus prenant. Je suis en train de terminer. Je finis mon diplôme d'ingénieur, je l'ai terminé il y a quelques jours. Là, je fais un double diplôme de management. Là, je vais faire une thèse au Canada à partir de l'année prochaine. Ça devrait durer 4 ans, donc au moins 4 ans. Et après les 4 ans, tu reviens? Il y a des chances que je reste là-bas. Au niveau de travail industriel, ils sont plutôt cool. Pour les ingénieurs, c'est le top là. Ouais. T'as la liberté de faire ce que tu veux, il y a tous les... Ouais, puis t'as les financements, c'est ça. Ils sont ouverts. Hein. Ouais, là pour nous, en tant qu'ingénieur, tu n'es pas limité. Hein. Financièrement, tu veux dire? Ouais. Beaucoup plus payé, même pour la façon de travailler. Quoi. Ouais. Là, on va pas te dire de baisser le chauffage, tu vois, ou de monter la clim. Ouais. Si t'as chaud, tu mets la clim et tu travailles bien, quoi. T'es dans des bonnes conditions. Tu te soucies de rien, juste tu travailles, c'est tout. C'est l'année prochaine que tu y vas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les billets de train les dates de train, d'avion sont déjà prévues. Il faut que j'attende mon permis avant de... Enfin, le permis de travail, je veux dire. Ah, le permis. Ah oui, pas de conduire. D'accord. Le travail pour aller là-bas, ouais. Mais là-bas, t'es logé comment? Tu te démerdes, tu te trouves là-bas? Là, pour les doctorats, on a des financements. Là. Moi, j'ai mon professeur qui me finance entièrement. Ah, mais on arrive. Yes. On se rapproche. Je crois qu'il n'y a pas de TER hein, pour nous plutôt. Non, il n'y en a pas. Hein. Mais elle est un peu roue la connexion, tu trouves pas? Moi je trouve qu'il n'y a jamais de TER. Jamais les bonnes connexions de TER qui vont pour toi le temps. Sur la sol. Je sais pas si toi il y en a plus que moi. Je sais pas, le samedi il y en a sûrement moins. Même avec le TGV, je trouve que c'est pas mal.
Ouais, c'est pas top pour de Grenoble directement, tu as dit? Bah, de Paris, Marseille. N'importe où, ouais. n'importe Ouais, c'est pas toujours super. où. Je fais le Tour de France là à pied et à vélo pendant 4 mois, du coup j'ai bien pu voir un peu. T'as pu profiter un peu, ouais. Putain, Ouais. On parle toujours de la Bretagne. À chaque fois que tu demandes c'est quoi ta région préférée, 8 fois sur 10 c'est la Bretagne. Quoi. C'est joli la Bretagne, hein, je dis pas. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Nantes, c'est pas justement genre pas la Bretagne. Ah, c'est la guerre hein, entre les deux. Faut pas dire ça. C'est la guerre. Pour les Bretons, non. Pour les Nantais, oui. Quoi. Les gars, c'est carrément pas la Bretagne, de quoi vous parlez? J'ai la carte la carte elle est claire quand même. Je suis désolé, c'est pas une insulte. Mais genre, juste factuellement, je suis pas du tout en Bretagne. D'accord. Non mais c'est spécial. C'est Ouais. comme si les Belges disaient, mais alors, on est un peu français quand même. Ouais. Ah non frère, excuse-moi, je t'ai fait niquer en demi-finale de la Coupe du Monde, je t'ai fait niquer en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est tout, genre... Par contre, ce qui est énorme, c'est